Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi, nombreux ce matin et bienvenue à cette webconférence qui s'intitule, «Où sont les aidants et leurs proches dans la campagne présidentielle?». Donc cette webconférence, est organisée, par le collectif Je t'aide en partenariat avec l'UNA, le collectif Handicap et la Ligue contre le cancer que nous remercions, chaleureusement, de participer à cette webconférence. Donc, le déroulé, s'affiche, à l'écran. Donc après une introduction, nous commencerons sur comment les aidants ont été pris en compte, dans la campagne à ce jour. Puis, nous évoquerons les questions de perte d'autonomie, du handicap et du cancer. Et donc, pour parler de ces sujets, donc je laisserai la parole à Enzat Mazouz de l'UNAM, Stéphane Lenoir du collectif Handicap et Laura Lévesque, de la Ligue contre le cancer. Vous pouvez, dès à présent, écrire vos questions, dans le chat. Vous êtes, déjà, plusieurs à, nous avoir dit, bonjour. Donc, vous pouvez, écrire, voilà, des questions dès maintenant sans attendre le temps d'échange qui aura lieu à partir de 10h30. Et je précise que, le replay, vidéo et certains documents de bilan, seront disponibles le lundi, 14 mars, donc lundi prochain. Donc pour commencer, cette webconférence a plusieurs, objectifs. La première, c'est de faire une synthèse, des propositions, sur les aidants et leurs proches, aidés à un mois du premier tour. Donc la date n'a pas été, choisie au hasard puisque le premier tour aura lieu, le 10 avril prochain, donc dans un mois. L'objectif était également de mettre le sujet, des aidants et des proches aidés, au cœur des débats, entre les différents, candidats, qui auront lieu dans les prochaines semaines. L'idée, c'est évidemment, de faire avancer les politiques, publiques sur ces sujets et puis de mettre en avant, les nombreuses revendications, communes qui existent entre nos associations aujourd'hui, mais également, bien d'autres. Donc quelques mots sur, le collectif Je t'aide, dont je suis, la déléguée générale. Donc aujourd'hui, le collectif Je t'aide, c'est, un collectif de 27 structures. Donc vous voyez, les logos, s'afficher à l'écran. Ce sont à la fois, des associations, des fondations, mais aussi des groupes de protection sociale qui souhaitent porter la voix des 11 millions, d'aidants, tout type d'aide confondus, que ce soit, des personnes en situation de perte d'autonomie, en situation de handicap, ou de maladie chronique. Des associations donc qui sont soit, spécialisées sur les aidants, comme la Compagnie des aidants, la Maison des aidants, des associations, liées, au handicap, mais aussi, des associations, de patients et de pathologies, comme par exemple, France Alzheimer. Nos structures sont présentes sur l'ensemble du territoire, national, visent à accompagner, les aidants, au quotidien. Le collectif Je t'aide vise 2 objectifs principaux qui sont de faire avancer, les droits des aidants et de les rendre plus visibles dans la société. Pour cela, nous menons donc, des actions de plaidoyer, avec, le gouvernement, avec, la production et la diffusion de rapports, d'études et de propositions. Également, beaucoup, d'interventions dans les médias pour faire connaître, les aidants et leurs problématiques au quotidien. Nous mobilisons également la société autour de la Journée nationale des aidants, qui est une journée qui existe, depuis, 2010 et qui a lieu chaque année le 6 octobre. Et nous mettons en valeur sur notre site internet, à travers une carte interactive, l'ensemble des structures qui souhaitent, se mobiliser pour la JNA. Pour rendre visibles les aidants, nous menons des campagnes de communication, que ce soit des campagnes d'affichage dans la rue, comme vous pouvez le voir à l'écran, ou des campagnes de communication digitale avec des influenceurs, comme par exemple à l'écran Philippe Croison et sa compagne Susanna Sabiro. Et puis enfin, nous cherchons à accompagner le changement dans la société sur les questions autour de l'aidance avec un appel à projet qui s'appelle le prix Initiative Aidant, qui récompense chaque année des projets qui accompagnent les aidants au quotidien. Et donc le jury est entièrement composé d'aidants. Et puis différentes conférences de sensibilisation auprès de différents acteurs sur voilà, les problématiques que rencontrent les aidants au quotidien. Pour finir sur le collectif Je t'aide, quelques mots sur, la vision que nous partageons, qui est que nous serons toutes et tous un jour aidants et ou aidés et ou, plusieurs fois, dans sa vie. Que aider devrait être un choix, librement consenti et accompagné, par la société et non pas une question individuelle et familiale. Et que finalement, c'est un enjeu de justice sociale et de solidarité. Et nous pensons également que l'amélioration de la vie des aidants passe d'abord par une meilleure prise en charge de leurs proches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous souhaitons aussi mettre l'accent sur la prise en compte des personnes en situation de handicap, malades et en perte d'autonomie dans la campagne présidentielle. Donc maintenant, nous souhaitons voilà,
commencer cette conférence sur la question des aidants. Donc, un petit rappel de définition des aidants qui a été définie dans la loi ASV de 2015. Donc, les aidants, voilà, beaucoup de situations différentes, mais finalement des caractéristiques communes qui sont que les aidants accompagnent leurs proches de manière fréquente, à titre non professionnel, pour voilà, des tâches de la vie quotidienne. Donc, on a plusieurs situations d'aidance, hein, donc des parents qui aident leurs enfants ou des enfants qui aident leurs parents, leurs grands-parents ou effectivement aider ses frères et ses sœurs ou ses grands-parents. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 11 millions d'aidants en France, si ce n'est plus, puisque ces chiffres commencent à dater, et qu'il y a une majorité de femmes et que plus l'aide apportée est complexe, plus la charge est lourde, plus la part des femmes augmente. On sait que 62% des aidants sont en activité professionnelle et qu'il y a aussi une part de jeunes aidants en France, donc 500 à 700 000 jeunes qui s'occupent, voilà, qui peuvent s'occuper d'un frère ou d'une sœur ou d'un parent. On l'a dit, tout à l'heure, notre vision, c'est qu'on sera tous un jour aidants et ou aidés, plusieurs fois, dans sa vie peut-être. Un chiffre qui est marquant pour nous, c'est que 39 des aidants s'occupent de 2 proches ou plus et donc d'où la nécessité d'accompagner les aidants tout au long de leur vie, on peut vivre, voilà, plusieurs situations, d'aidance dans une même, carrière professionnelle et dans une même vie. En termes de politique publique, les aidants, vous le voyez à l'écran, c'est finalement une prise en compte assez récente dans les politiques publiques puisque la création de la Journée nationale des aidants, a lieu en 2010. Vient ensuite en 2015, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement qui définit, de manière très précise le rôle des aidants. On voit que la première stratégie nationale, pour les aidants, dédiée aux aidants, date de 2020 et se termine en 2022 et puis, en 2022, l'extension du congé de proche aidant, qui a été, élargie, très récemment. Aujourd'hui, malgré, donc l'action des associations et des pouvoirs publics, il y a encore une personne sur 2 en France qui ne connaît pas, le mot aidant. Donc il y a un vrai enjeu, de faire connaître ce mot et aussi, la définition, derrière puisqu'encore on voit beaucoup encore de confusion, hein, entre les aidants et les professionnels de santé. Et pour terminer, voilà, sur ce panorama un peu, des aidants, donc le collectif Je t'aide, fait des propositions au gouvernement et en fait 10 notamment, dans le cadre des élections, présidentielles. Donc vous les voyez, affichées à l'écran. On y reviendra, dans le débat, hein, mais la question de la formation des professionnels, au repérage et à l'orientation des aidants, la question des statistiques qui ne sont, encore une fois, pas à jour et qui ne permettent pas, de donner avec précision, l'ensemble des problématiques, qui touchent les aidants. La question de la revalorisation, des métiers du soin, de l'accompagnement, la question de la visibilité, des aidants, la question de la simplification des démarches administratives, l'augmentation également des plans d'aide et de baisser le reste à charge des aidants qui reste encore élevé, aujourd'hui et qui crée, des cercles de précarité. Nous avons, également fait des propositions pour mieux valoriser, les années d'aidance dans le calcul des droits à la retraite et valoriser, les acquis d'expérience acquis, pendant les périodes d'aidance. Une proposition que nous sommes nombreux à partager, d'élargir, hein, le congé de proche aidant, à la fois, augmenter son indemnisation, sa durée et qu'il puisse, concerner l'ensemble des aidants. Nous avons fait également, voilà, des propositions, sur, le droit au répit et sur, la santé, des aidants. Je regarde en même temps, les questions, qui, sont, données dans le chat et voir si elles sont en rapport. Donc on peut maintenant passer à la prise en compte des aidants, dans, la campagne présidentielle, à ce jour. Donc, on souhaitait, en tout cas je souhaitais commencer, par un point de méthodologie sur comment on a travaillé, les chiffres qu'on va vous présenter dans quelques instants. Donc, pour le collectif Je t'aide, on s'est basé, principalement sur les programmes accessibles et en ligne des candidats et des candidates et des annonces qui ont été faites dans les médias, et dans les réseaux sociaux. On précise que le programme d'Emmanuel Macron en tant que candidat n'étant pas connu, à ce jour, on n'a, pas, forcément, pris en compte, voilà, des propositions puisqu'elles n'ont pas été faites, mais on pourra, parler dans le débat si vous le souhaitez, de la question, des aidants, comment elle a été prise en compte, dans ces 5 dernières années. Donc les chiffres qu'on souhaitait vous proposer, et vous partager aujourd'hui, c'est que donc selon cette méthodologie, sur les 12 candidats qui aujourd'hui, sont retenus, depuis le début de la semaine dans la campagne électorale, on voit que, 1 candidat sur 2 fait des propositions pour les aidants.
Je précise qu'on n'a pas, forcément mis les noms, mais si vous les souhaitez, on peut en parler, dans le débat. Donc un candidat sur 2 fait des propositions, pour les aidants, mais on voit qu'ils sont beaucoup plus à faire, du coup, des propositions sur les proches aidés, que ce soit sur le handicap, la perte d'autonomie, les maladies chroniques, tous types confondus. On voit que, du coup, il y en a 2 candidats qui, pour le coup, ne font aucune proposition à ce jour ou connue, ni sur les aidants, ni sur les aidés. Ensuite, en ce qui concerne, la question des droits des aidants, on voit finalement assez peu, d'avancées, sur les droits, des aidants ou l'accessibilité des droits des aidants ou l'évolution des droits des aidants puisque seulement, à notre connaissance, seulement 2 candidats sur 12 proposent, par exemple, l'allongement du congé de proche aidant. Seulement 2 candidats proposent la prise en compte du rôle d'aidant, dans le calcul des droits à la retraite et finalement le répit des aidants apparaît dans seulement un seul programme. Donc on voit, voilà, une très, très faible avancée, voire aucune avancée, sur les droits des aidants. Et on voit même parfois, carrément des angles morts, sur certaines thématiques et certaines, par exemple, de notre proposition. On voit que, par exemple, aucun candidat, 0 candidat, propose la formation des professionnels au repérage et à l'orientation des aidants. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par la formation des professionnels? On parle de qui? Nous, on pense à la formation des professionnels, des de santé, donc le corps médical, les professionnels, du social, les professionnels de l'éducation nationale, puisqu'on l'a dit, il y a entre 500 et 700 000 jeunes aidants. Les professionnels aussi, de l'emploi qui permettraient, cette formation leur permettrait d'identifier des aidants qui ont soit arrêté de travailler pour s'occuper de leurs proches ou qui ont, réduit leur temps de travail ou qui, voilà, ont choisi des temps partiels pour s'occuper de leurs proches. On voit aussi que, aucun programme ne cite, des mesures de simplification administrative dans le parcours de soins qui permettraient à la fois aux aidants et aux aidés voilà, de gagner à la fois, du temps, de retrouver de la confiance dans les administrations et d'avoir, un accès aux droits, plus fluide. On voit néanmoins qu'il y a l'émergence d'un certain nombre de prises de conscience sur certains sujets. On voit globalement qu'un candidat sur 2 fait des propositions qui permettent de baisser les coûts liés à l'aide. On a mis, de côté, hein, la question de la déconjugalisation de l'AAH, mais je laisserai, Stéphane Lenoir, en dire, quelques mots, par la suite. On voit, voilà, en tout cas que la moitié des candidats, plus ou moins, prennent conscience qu'il faut faire des propositions pour baisser, les coûts, liés à l'aide. Et puis enfin, on voit que voilà, 2 candidats sur 3 proposent la valorisation des métiers du soin et de l'accompagnement. On voit voilà, vraiment des métiers qui sont en tension aujourd'hui, qui ont du mal à recruter et qui ont un impact fort sur la qualité de la prise en charge des aidés et du coup de la charge des aidants. Pour terminer rapidement ce tour de table sur les aidants, les points d'analyse que fait le collectif Je t'aide, surtout à la fois sur tous ces programmes et ces points, c'est que finalement le sujet des aidants est un sujet encore trop peu traité, hein. On voit que seulement, 1 candidat sur 2, c'est trop peu, aujourd'hui pour nous, qui, font des propositions concrètes sur les aidants. On voit que même quand ce sujet est traité par la moitié des candidats, il l'est seulement partiellement. On voit que les candidats vont se focaliser sur, par exemple, une mesure phare qui est, le congé de proche aidant ou, des dispositifs ou des propositions sur la baisse du reste à charge, mais on voit rarement, un ou une candidate qui va avoir, des mesures à la fois, diversifiées et qui vont toucher l'ensemble des problématiques, des aidants. Nous, on en conclut que, ça participe encore une fois à l'invisibilisation du rôle primordial, des aidants dans la société et que finalement, on ne voit, comme on l'a dit, aucune avancée, pour les droits des aidants. Voire même pire, dans certains, programmes, on voit la confusion, encore une fois, entre les aidants et les professionnels de santé puisque, certains candidats, proposent la revalorisation des salaires des aidants, ce qui est effectivement, un non-sens puisque, les aidants, aident leurs proches à titre non professionnel, et gratuit. D'autres points d'analyse, c'est que en termes de points, positifs, pour finir sur une note positive, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de l'importance de valoriser, les métiers du soin et de l'accompagnement, suite aux différents, scandales qu'il y a pu avoir ou, effectivement des remontées de terrain sur, certains métiers en tension, pardon. Mais on voit finalement cette incapacité à penser la transition démographique qui est déjà, en cours aujourd'hui et qui va s'accentuer dans les prochaines années. L'incapacité à penser aussi les impacts sur notre modèle de soins, notre modèle de société, et y porter des solutions, concrètes.
Pour conclure, on dirait qu'il y a en tout cas un manque de vision politique sur la prise en charge des vulnérabilités au sens large et le modèle de société, souhaité et effectivement en termes de financement, la question, c'est quels financements seront associés à l'ensemble de ces propositions? Quelle, effectivement, impulsion politique on pourra voir, suite à cette différentes, campagne électorale et donc nous serons très attentifs, à la suivi de l'ensemble, de ces, propositions. Je vous remercie pour votre attention et je laisse maintenant la parole, du coup à Enzat Mazouz qui est responsable du pôle, politique de l'UNA sur la question de comment la perte d'autonomie a été prise en compte, par les candidats et effectivement quelles conséquences, pour les aidants. Bonjour à tous. Merci Madame Miron pour votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc effectivement, Neza Mazouz, je suis responsable du pôle politique à UNA. Alors juste quelques mots sur la fédération UNA pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une association fondée maintenant en 1970 et reconnue d'utilité publique. Alors UNA pour Union nationale de l'aide, des soins et des services au domicile. Et cette fédération représente un ensemble de services indépendants qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire. Alors, on a parmi nos adhérents des structures associatives, des services publics territoriaux, des organismes mutualistes ou encore des fondations. Alors, en termes de volumétrie, UNA fédère à peu près 700 structures qui correspondent peu ou prou à 2000 implantations et qui emploient plus de 80 000 professionnels de l'aide et des soins à domicile et qui interviennent au dernier rapport d'activité auprès de 550 000 personnes fragiles. Alors, plus précisément, ces structures gèrent principalement des services d'aide et d'accompagnement à domicile, services polyvalents d'aide et de soins à domicile, services de soins infirmiers à domicile, mais aussi des activités comme des centres de santé infirmiers ou polyvalents, des services d'hospitalisation à domicile, des établissements d'accueil du jeune enfant, des accueils du jour, etc. Globalement et principalement dans le travail d'UNA et dans le cadre des stratégies nationales mises en œuvre par les différents gouvernements, UNA a à cœur de réaffirmer sans cesse le rôle clé des acteurs du domicile dans la transformation de notre système de santé, la question du virage ambulatoire dont on parle beaucoup ces dernières années, puis globalement l'essor de la prévention. Alors, on le sait, vous en avez un petit peu parlé, Madame Miron, précédemment. On sait que dans le cadre des politiques publiques, la question du grand âge, des aidants, le vieillissement démographique, plus globalement la perte d'autonomie, sont depuis longtemps abordées, mais encore insuffisamment prises en compte dans les mesures portées. D'ailleurs, que ce soit à la fois en termes de volumétrie de besoins, de nature de besoins, et on sent quand même qu'on manque encore cruellement de vision à long terme. Alors, on l'a dit aussi, la campagne présidentielle est assez aphone sur ce sujet, alors même qu'ils sont majeurs pour les Français. Alors finalement, on se dit que sur le sujet spécifique du grand âge, il a fallu un épisode tel que celui d'Orpea pour qu'il y ait un coup de projecteur sur le sujet du grand âge, même si les propos qui s'en sont suivis globalement de la classe politique, mais aussi de certains candidats, portaient quand même essentiellement sur le sujet de l'EHPAD. Alors après, hasard ou non du calendrier et du lien à cette affaire, UNA a échangé avec les équipes de campagne de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron qui nous ont sollicités pour aborder les questions du vieillissement et notamment celui de l'accompagnement du vieillissement à domicile, qui est, rappelons-le quand même, le souhait majoritaire des personnes. Alors, encore une fois, on en a parlé, ces sujets sont très peu abordés dans les programmes de campagne et parfois, lorsqu'ils le sont, ils le sont avec des prismes, il nous semble, d'appréhension qui pourraient être plus pertinents, voire plus efficients en termes de mesures annoncées. Alors, UNA, comme d'autres acteurs, a souhaité proposer un certain nombre d'idées à ses candidats. Alors, UNA en a porté précisément 22. Si vous le souhaitez, je mettrai le lien dans le chat pour celles et ceux qui veulent en prendre connaissance. Alors, parmi ces 22 propositions, évidemment, il y a des propositions qui sont sur le sujet de la transformation de l'offre d'accompagnement à l'autonomie à domicile de demain. Parmi celles-là, il y a une action très spécifique sur le développement de l'offre de soutien aux aidants, qui est le sujet qui nous importe aujourd'hui, la rénovation des missions et des compétences des services à domicile, la coordination des interventions
et la fluidité des parcours. Et Dieu sait qu'elle est importante quand on veut véritablement accompagner et soutenir l'aidant dans la coordination que de fait il assume au quotidien pour les plans d'aide de la personne avec laquelle il vit. Évidemment, la question de la restructuration du modèle de financement pour les rendre plus solides et plus pérennes économiquement. L'attractivité des métiers, vous en avez parlé, Madame Hiron, c'est un sujet majeur parce que pour pouvoir accompagner et soutenir les aidants, il faut bien accompagner les personnes en situation de fragilité. Et pour ça, il faut des professionnels. Donc, c'est un sujet qui est récurrent, mais qui peine encore à émerger et à trouver de véritables réponses. Alors, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que je sais que ce sera abordé par la suite par d'autres intervenants. Et puis, globalement, la question de la gouvernance du secteur. Encore une fois, je ne reviens pas ici sur la question de la création de la 5e branche, qui est un vrai pas historique et majeur pour nos sujets. Et, je ne reviens pas non plus sur l'enjeu que cela recouvre, parce que je sais notamment que ce sera abordé par Monsieur Lenoir. Il y a le sujet des personnes en situation de handicap. Alors, sur le sujet des aidants, qui est le sujet d'aujourd'hui, UNA s'est positionnée maintenant, il y a plus de 20 ans, dès 2007, sur l'accompagnement des aidants. On sait que globalement, nous répondons à un enjeu sociétal et économique encore largement sous-évalué aujourd'hui, même si on commence à avoir une idée un peu précise. En tout cas, pour UNA, une certitude, c'est qu'il n'y a pas de maintien à domicile pour les personnes très fragiles s'il n'y a pas la présence des aidants, puisque la limite est très vite rencontrée à domicile. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, mais néanmoins vous apporter quelques éléments historiques, les aidants au sein du réseau UNA est quand même un sujet de préoccupation de longue date. Le risque d'isolement et d'épuisement est remonté depuis à peu près une trentaine d'années par les salariés de notre réseau et par les administrateurs. J'ai notamment en tête l'exemple d'une structure qui a ouvert il y a plus de 20 ans sur ses fonds propres un accueil de jour parce qu'il y avait des besoins émergents des aidants de son territoire et qui n'a pas attendu finalement que les dispositifs et les financements de ce type de réponse puissent être mobilisables. Globalement, la quasi-totalité de notre réseau a connu une augmentation du niveau de dépendance des situations des personnes accompagnées et réalisé que finalement, nous ne pouvions pas faire grand-chose si nous n'avions pas les aidants à nos côtés. On y a vu très vite aussi les signes de conflits possibles qui pouvaient exister entre nos salariés qui sont formés et accompagnés et des aidants qui sont parfois encore aujourd'hui non formés et qui n'ont pas forcément choisi ce rôle d'aidant. Donc, c'était important aussi dans ce travail fédéral de dire à la fois aux aidants, mais aussi aux salariés que les structures qui les accompagnaient reconnaissaient leur place essentielle et respective à chacun d'entre eux. Alors, je ne reviens pas sur un travail qu'on avait fait en 2007 avec la mutualité française et Corum sur la définition de l'aidant, parce que vous en avez donné une tout à fait pertinente en introduction. Néanmoins, ce travail a permis d'aboutir à un guide pratique à destination de nos structures pour pouvoir mieux prendre en considération la question de l'aidant dans l'accompagnement et l'activité quotidienne de nos structures. Alors, on sait aussi que pour être aidant, il faut être aidé. Ça, on ne le dira jamais assez. Et c'est aussi le rôle de nos intervenants à domicile de faire comprendre chaque jour aux aidants l'importance de se préserver, de se former et de conserver une vie à l'extérieur à domicile. D'ailleurs, en 2013, UNA avait lancé dans son réseau une enquête qui avait montré que déjà une grande majorité de nos structures informaient et orientaient les aidants vers les dispositifs existants. Et c'est leur quotidien, puisque de toute façon, au vu de l'évolution du niveau d'autonomie des personnes accompagnées, les interventions se font de plus en plus sur des questions de grande dépendance et notamment en présence des aidants. Alors, ces aidants aussi ont le souci de garder leur place auprès de la personne aidée et on a bien senti au fil des années aussi une exigence certaine de la part des aidants en termes de qualité évidemment, mais aussi de coordination des services professionnels. Alors, on ne peut pas nier qu'avec l'allongement de la durée de vie et l'augmentation des maladies chroniques, la prise en compte des aidants en tant qu'acteurs à part entière de cet accompagnement à domicile passe aussi du coup par l'accompagnement de l'aidant
qui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas forcément toujours choisi en tout cas d'endosser ce rôle difficile. Et nous, on pense à UNA que parce que nous sommes en première ligne du domicile et au quotidien en intervention, il y a un rôle de notre part essentiel à assumer, c'est celui de la prévention de la santé des aidants, la complémentarité entre nous professionnels et les aidants, sur des questions notamment aussi de citoyenneté, et pour que les aidants finalement puissent préserver aussi leur vie sociale et professionnelle. Alors, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre de la campagne. On sait que la prise en compte des aidants par les pouvoirs publics, même si elle s'est affirmée au travers de différents plans nationaux, on peut citer Alzheimer, on peut citer le plan maladie neurodégénérative, le plan autisme, mais on sent quand même que la question des aidants et des mesures qu'on peut mettre en place pour répondre à ces besoins, finalement, ont été un peu saupoudrées ici et là dans ces différents plans. Alors, nous n'allons pas bouder notre plaisir parce que désormais, quand même, cette prise de conscience politique grandit, et notamment à travers l'existence de la stratégie nationale qui est pilotée par Mesdames Bourguignon et Cluzel. Alors, certes, quelque peu éclipsée par la pandémie, néanmoins, cette stratégie existe. Alors, sera-t-elle poursuivie en termes de mesures, reprise en termes de priorité par le ou la future présidente? Aujourd'hui, évidemment, on ne le sait pas. Mais il y a quand même cette stratégie Agir pour les aidants 2020-2022 qui vise à répondre quand même aux besoins quotidiens des proches aidants. Alors, sur des sujets, des thématiques assez diverses, le soutien aux jeunes aidants, qui est une question qui a très peu été abordée par le passé sur le sujet des aidants, l'accès à de nouveaux droits sociaux. Ça fait aussi l'objet d'un travail dont je vais vous parler un peu plus loin. La facilitation des démarches administratives, on en a parlé un peu tout à l'heure aussi en termes de difficultés de recours aux dispositifs existants. Donc ça, c'est une vraie avancée. Néanmoins, il persiste quand même quelques écueils. Le premier d'entre eux, c'est la pérennité des financements pour garantir la continuité des accompagnements. On sait bien qu'au niveau local, nos structures doivent se battre pour décrocher des financements ponctuels, le plus souvent auprès de mutuelles, de banques qui peuvent avoir des fondations avec des thématiques sur ce sujet-là, de conseils départementaux, évidemment. Alors, je pense notamment aux conférences des financeurs, mais pas uniquement, parfois des appels à projets de mairie. Et finalement, essayer de trouver des financements pour répondre à des besoins qui ne sont aujourd'hui que partiellement couverts par les pouvoirs publics. Alors, je l'ai dit, malheureusement, ces financements ne sont pas pérennes et surtout, ils n'assurent pas une couverture territoriale homogène. Alors, on est très dépendant, bien sûr, des politiques nationales et locales et de ces appels à projets, dont on sait aussi que chaque année, les conditions et les règles d'attribution peuvent changer, et parfois même, nous n'avons connaissance des financements qu'en fin d'année. Donc ça, c'est un sujet majeur. Le montage des dossiers, les évaluations demandées, c'est une activité très chronophage au niveau administratif, et c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile de financer des actions, on l'a remarqué, qualitatives, adaptées, ciblées sur le sujet des aidants. C'est plus facile de développer des actions quantitatives. Donc, il faut qu'on arrive collectivement à trouver le juste milieu entre ces actions-là. Parce que le quantitatif, l'activité de groupe, c'est bien, ça peut répondre à un besoin. Néanmoins, on sait tous aujourd'hui ici qu'il est très difficile, voire impossible parfois, de parler estime de soi, de parler de sujets compliqués comme celui du risque suicidaire dans un groupe de 12 personnes. Donc, il faut qu'on puisse être en capacité d'aider les aidants dans parfois un accompagnement individualisé plus qualitatif. Alors, pour aider ces structures, nos structures du réseau à plus, mais aussi mieux accompagner les aidants, nous, on entend capitaliser sur des expérimentations réussies d'acteurs de notre réseau qui peuvent être dupliquées. Alors, je ne vais pas forcément les présenter ici, sauf si on a un peu de temps lors des échanges, mais il y en a quelques actions assez intéressantes qui sont menées dans notre réseau. Le deuxième enjeu que je souhaitais aborder aujourd'hui, c'est la nécessaire simplification des procédures d'accès aux aides.
Et ça, c'est quand même un enjeu majeur de lutte contre le non-recours aux dispositifs existants. On a dit que ces dispositifs sont insuffisants en termes de volumétrie de réponse et parfois de financement, mais quand bien même ils existent sur un territoire, on constate qu'il y a des vraies complexités à y accéder. Alors, bien sûr, il y a une politique prioritaire sur le sujet des aidants, on en a parlé à travers de la stratégie nationale, mais finalement, il reste encore très peu mobilisé. Alors, c'est dans ce contexte que depuis juillet 2021, à peu près, des travaux sont conduits au niveau national auquel l'UNA participe, conduits par le ministère, notamment la Direction générale de la cohésion sociale, afin finalement d'identifier des pistes de simplification des démarches des aidants, ainsi que la mise en place d'une revue permanente qui sera chronique sur le sujet des normes et qui s'inscrit dans une ambition d'amélioration continue. Alors, l'idée, l'objectif numéro 1, c'est d'essayer de construire une feuille de route qui permet d'améliorer, je le disais, l'accès aux droits des aidants. Alors, peut-être en passant d'abord par la création d'une cartographie des difficultés d'accès aux droits, ce qu'on appelle les irritants, et quelles solutions on peut mettre en face. Alors, les irritants, vous les connaissez tous, hein. C'est d'abord, évidemment, se faire reconnaître aidant ou se reconnaître aidant pour accéder à ces droits. Beaucoup d'aidants nous disent que ce qu'ils font finalement est normal et que c'est leur rôle autant que parents, et que du coup, ils ne se reconnaissent pas comme aidants. Donc, c'est déjà un premier type d'irritant qui peut expliquer le non-recours aux aides. Le deuxième type d'irritant, c'est comment on s'oriente vers les bons dispositifs sur un territoire. On ne sait pas à qui s'adresser, on se perd dans toute l'information qu'on reçoit. Tout le monde ne m'a pas donné la même information et je ne sais plus finalement si je dois écouter le CLIC, le CCAS. Je n'ai pas de visibilité sur ce à quoi je peux avoir droit. Donc, ça, c'est des choses qu'on entend tous assez régulièrement. Une autre difficulté, c'est comment je dispose sur mon territoire de l'offre dont moi j'ai besoin. Il y a des choses qui existent, mais ce n'est pas forcément celles auxquelles j'attends, ou je n'ai pas encore besoin de ce dispositif. On verra plus tard si ma situation se dégrade. Donc voilà, ça c'est typiquement des irritants qu'on attend. Et puis évidemment, l'accès à proprement parler aux droits, c'est toutes les démarches qu'il y a à faire pour le compte de son proche, pas suffisamment de temps pour les réaliser, en tout cas suffisamment de temps au calme pour mener à bien ces démarches, pas de visibilité sur l'état d'avancement du traitement de la demande au niveau administratif. On ne m'a pas accordé l'aide et je n'ai pas compris pourquoi je n'y avais pas droit. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment déjà de recenser toutes ces difficultés pour essayer ensuite de co-construire des solutions avec les premiers concernés, c'est-à-dire les aidants, leurs représentants, et puis ce qu'on a appelé les porteurs de solutions, c'est-à-dire les acteurs du territoire qui portent ce dispositif-là. Et puis, une fois qu'on a repéré et identifié effectivement ces difficultés et qu'on a réussi à y apporter des solutions, la prochaine étape, ce sera, comme je l'ai dit, d'élaborer une méthode pour revenir régulièrement, réinterroger ces accès aux aides, aux dispositifs, s'assurer que finalement, chaque citoyen, chaque aidant d'un territoire puisse avoir accès à l'offre dont il a besoin au niveau qualitatif et quantitatif au moment où il en aura besoin, et qu'il puisse avoir en visibilité l'ensemble des prestations d'un territoire pour pouvoir finalement les actionner au moment où il aura décidé de le faire parce qu'il aura estimé que c'est le moment où il est prêt à y accéder. Voilà, donc ça, c'est vraiment les sujets sur lesquels UNA porte son action, les acteurs de son territoire, de son réseau, pour faire en sorte que ces aidants soient véritablement bien accompagnés. Et encore une fois, nous pensons que le rôle essentiel aussi des services d'aide et de soins à domicile, c'est aussi d'accompagner le mieux possible les personnes bénéficiaires de ces services, puisque c'est quand même le premier service à rendre à l'aidant, c'est de bien s'occuper de la personne en situation de fragilité. Et là, le fait d'y être quotidiennement au chevet de ce binôme aidant-aidé est quand même il y a un enjeu majeur en termes de prévention de cette perte d'autonomie, à la fois
évidemment celle du bénéficiaire direct de ces actions, mais aussi celle de son aidant sur lequel on peut avoir une vraie évaluation et une vigilance sur l'évolution de l'état de santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin, et n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Merci. Merci beaucoup, Madame Mazouz, et merci à toutes celles et ceux qui écrivent dans le chat. On prend bien en note vos questions pour la partie débat pour pouvoir les poser à l'ensemble des intervenants. Je laisse maintenant la parole à Stéphane Lenoir, directeur du collectif Handicap, pour effectivement nous donner l'analyse et effectivement la prise de vue que vous avez sur les sujets du handicap et des aidants dans cette campagne présidentielle. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Très rapidement, donc, le collectif Handicap aujourd'hui regroupe une cinquantaine d'associations représentatives des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des proches aidants. Et effectivement, nous, on a souhaité que le sujet du handicap émerge dans cette campagne électorale. Alors, vous avez remarqué qu'effectivement, c'est un sujet qui est finalement assez peu dans le débat. Je ne dirais pas que les candidates et candidats n'ont pas pris la mesure des enjeux liés au handicap ou peut-être même, mais on le verra un tout petit peu après, des enjeux des aidants. Néanmoins, on voit bien que ça n'apparaît pas dans les débats publics et c'est quand même bien dommage parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui concernent en réalité tous les Français. Alors moi, je voulais aborder dans ce cadre-là 3 points, sans être trop technique, mais en tout cas aborder la question de la 5e branche, puisqu'en fait, ça va être une politique publique qui devrait mettre sur les rails la politique des aidants, mais aussi la politique de la compensation du handicap, revenir sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et notamment sur le contexte du Ségur, de la prestation de compensation du handicap, et puis, puisque ça a fait l'objet depuis 2 ans, et notamment en fin d'année, de débats parlementaires sur la déconjugalisation de la hache. Et puis, je reviendrai sur les droits des aidants, mais en réalité, vous avez déjà en introduction présenté un beau panorama de ce qui est proposé par les candidates et candidats, mais je reviendrai quand même sur 2 points. Alors, pourquoi moi je souhaitais revenir sur la 5e branche autonomie? Parce que c'est normalement la politique qui devra, dans les prochaines années, soutenir l'autonomie des personnes en situation de handicap. Oui, alors désolé, évidemment, j'aurai un prisme handicap, mais aussi des aidants. Donc, on a une 5e branche autonomie qui a été créée l'année dernière, mais dont le contenu aujourd'hui n'est pas défini et surtout dont le financement n'est pas défini. Et on sait très bien que s'il n'y a pas de financement derrière, les personnes aidées ou les personnes aidantes n'auront pas de droits. Alors, dans les programmes des candidates et candidats, finalement, ce sujet-là est abordé assez superficiellement. En tout cas, on n'a pas de solution sur le financement de cette 5e branche. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, au collectif Handicap, on a fait faire une étude et on a évalué le besoin de financement supplémentaire à hauteur de 10 milliards. Donc très clairement, et c'est pour ça que c'est un enjeu, c'est-à-dire que 10 milliards à trouver pour soutenir l'autonomie des personnes en situation de handicap, celles qui les aident, on ne peut pas le trouver en un quinquennat. Et donc, c'est un débat qui doit être tenu par les candidats et que les Françaises et les Français puissent se positionner. Parce qu'évidemment, derrière, vous avez la question, par exemple, de la solidarité nationale. Est-ce que ces 10 milliards doivent être supportés par la solidarité nationale? Sur quelle assiette? Ou est-ce qu'il faut des financements privés? Est-ce qu'il faut un financement assurantiel? Donc ça, c'est quand même des sujets qui concernent tout le monde. En termes de droit, ça signifie aussi que si on a une 5e branche autonomie qui concerne les personnes handicapées et les personnes âgées, ça veut dire qu'il faut une prestation universelle et supprimer les barrières d'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans être trop technique, on a une barrière d'âge à 60 ans et on n'a pas les mêmes droits si
si on a des besoins avant 60 ans ou après 60 ans. Et vous l'avez déjà souligné, on sait pertinemment que la population vieillit, et donc il n'est pas normal qu'à 65 ou 70 ans, on ne puisse pas avoir les mêmes prestations, les mêmes montants que si on a les mêmes besoins à 40 ou 45 ans. Donc ça encore, c'est un vrai sujet sur lequel les candidats ne se positionnent pas. Moi, à mon avis, reste frileux. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas dans dans leur spectre, hein. On sait que c'est un sujet, mais il n'y a pas de positionnement. Alors, pour aller vite, et puis évidemment, on pourra revenir après, enfin, je pourrais préciser hein, lors des questions, concernant les droits et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, donc des personnes aidées, nous, on constate que dans les programmes, il n'y a pas de proposition pour faire des diagnostics territoriaux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, pour un certain nombre de personnes, les besoins, et donc si on ne connaît pas leurs besoins, en réalité, on ne peut pas leur apporter les solutions adéquates. Donc ça n'apparaît pas, c'est quand même c'est quand même dommageable. Et puis, je voulais préciser aussi, aujourd'hui, on est dans un contexte, mais vous l'avez souligné, Madame Héron, dans un contexte où il y a des métiers en tension, et on a le Ségur de la santé qui, en fait, depuis 2 ans, a exacerbé ces tensions au niveau des ressources humaines. Et ce qui signifie que ça, nous, on constate, et on n'a pas arrêté de le dire pendant 2 ans, qu'on a ça a un impact très direct sur la vie des personnes en situation de handicap, à domicile ou en établissement. Alors, je peux vous donner 2 exemples, et notamment qui impactent pour le coup directement les familles, c'est-à-dire que des personnes en situation de handicap, et notamment pour celles qui ont des besoins d'accompagnement très complexes, ne peuvent plus, à un moment donné dans la semaine ou le week-end, être accompagnées par un établissement. Et donc, ça signifie très concrètement que ces personnes vont être obligés de retourner dans leur famille, chez des parents, même très âgés. Et donc là, on voit très concrètement un impact sur les familles, sur des personnes qui, puisque vous le soulignez dans la définition des aidants, vont être obligées, d'ailleurs sans formation, de s'occuper de personnes qui ont des besoins très complexes. Donc ça veut dire des besoins pour des actes de la vie quotidienne, mais aussi des actes de soins. Et donc ce sont les familles qui quelque part aussi sont victimes d'une politique, en tout cas qui n'a pas été pensée globalement, de ce Ségur de la santé. Et puis un deuxième exemple pour montrer aujourd'hui la situation. Alors je ne dis pas que cet exemple est généralisé, fort heureusement, mais néanmoins on a des retours où on a des parents et très certainement, puisqu'on le sait, des mères de famille qui sont obligés d'aller dans les établissements, par exemple, pour accompagner les personnes pour les repas. Voilà. Donc là, très concrètement, on a une politique publique qui impacte les familles et les aidants. Et sur ce sujet-là, effectivement, on a un certain nombre de candidates et candidats qui proposent la revalorisation des métiers, mais tout le monde ne le propose pas. Et puis surtout, on ne sait pas à quelle hauteur. Voilà, ça, c'est quand même la difficulté. Et surtout, il faut revaloriser tous les métiers et pas simplement que les métiers de la santé, hein. Il faut aussi revaloriser les métiers des professionnels médico-sociaux, mais encore plus largement, même les métiers transversaux pour permettre un accompagnement de qualité. Nous, on a aussi un sujet qui est très peu abordé, c'est l'élargissement de la prestation de compensation de handicap, hein. Pour faire très court, en fait, aujourd'hui, cette prestation de compensation de handicap ne peut pas être obtenue par l'ensemble des personnes en situation de handicap. Donc, pour nous, très clairement, il y a une situation de discrimination. Et là encore, on a assez peu de candidats qui se positionnent. Je reviens donc sur la déconjugalisation de l'AH. Donc qui a fait l'objet de nombreux débats parlementaires, où on peut dire que tous les partis politiques se sont prononcés pour la déconjugalisation de la hache. Et pour le coup, on retrouve ces mesures-là, ces propositions-là, dans l'ensemble des programmes des candidats, sauf, puisque nous ne l'avons pas encore, celui d'Emmanuel Macron. Et pour souvenir, si aujourd'hui la hache n'est toujours pas déconjugalisée, c'est parce que le gouvernement ne l'a pas souhaité. Donc nous, c'est vrai que nous serons très curieux de connaître la position d'Emmanuel Macron sur cette question. Enfin, sur les droits des aidants, alors je ne vais pas
redire tout ce que vous avez dit en introduction, Madame Héron, puisqu'en réalité, on fait le même constat. Effectivement, les candidats, alors je crois que vous avez dit 1 sur 2, mais moi, c'est ce que j'avais trouvé également. On va dire au moins la moitié des candidats font des mesures sur les droits des aidants. Un certain nombre proposent un statut, d'ailleurs, hein, la création d'un statut, pas tous, mais d'ailleurs, je pense que ça peut faire l'objet d'un débat. Moi, je note quand même qu'effectivement, il n'y a strictement rien sur des dispositions pour accompagner les aidants. Voilà. On sait la situation des aidants, on pourrait même dire des aidantes. Et pour le coup, là-dessus, on n'a pas une prise de conscience, moi, me semble-t-il, des candidates et candidats sur ce sujet-là. Alors, pour ne pas être trop long, je ne sais pas d'ailleurs si je déborde ou pas, je voulais peut-être faire peut-être un pas de côté, c'est à la fois éloigné mais pas éloigné. Moi, j'ai trouvé qu'à la lecture des différents programmes, on avait une question qui était très présente, qui était celle de la place des femmes dans la société. Donc moi, je voulais le noter parce qu'on le sait très bien, sans doute vous le savez encore bien mieux que moi, que les efforts, et d'ailleurs vous l'avez souligné encore une fois en introduction, Madame Miron, que les efforts et les activités liées à l'accompagnement et à l'aidant, c'est supporté majoritairement par les femmes. Et donc moi je trouvais que c'était quand même intéressant, même si les candidats ne font pas forcément le lien, que cette question politique de la place des femmes dans la société était posée, et que très certainement ça va aussi aider à porter les revendications des aidantes. Voilà. Et donc, évidemment, je pourrais préciser tout ça pendant l'échange de questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur Lenoir. Bien noté, en tout cas, cette question, ce point qu'on pourra aborder dans l'échange. Merci encore une fois à toutes celles et ceux qui écrivent dans le chat et dans les questions-réponses dont on prend bien note pour les mettre au débat dans quelques instants. Je laisse maintenant la parole à Laura Lévesque, qui est chargée de projet à la Ligue contre le cancer, pour effectivement avoir un focus. Donc voilà, on a pris l'exemple, ou en tout cas le cas du cancer, pour parler un peu aussi des maladies chroniques dans cette campagne présidentielle. Merci beaucoup, Morgane, hein, et donc le collectif Je t'aide également pour votre invitation. Donc on est ravis de participer aux échanges de ce jour. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je vais tâcher d'apporter un petit peu l'éclairage donc aidant de personnes malades et plus spécifiquement donc du cancer. Donc quelques mots peut-être en introduction pour présenter la Ligue. Donc il s'agit d'une association française de lutte contre le cancer qui a aujourd'hui plus de 100 ans et pleinement ancrée dans la société. Elle a été créée initialement en 1918 par Justin Godard, qui est juste parmi les nations, et c'est une association qui est reconnue d'utilité publique depuis 1920. Donc il s'agit d'une organisation non gouvernementale, hein, elle est apolitique, hein, et la générosité de plus de 600 000 pardon, adhérents et donateurs lui permet d'être totalement indépendante financièrement. Donc la Ligue est composée de 103 comités départementaux, donc sous la forme d'une fédération. On aura bientôt 104 comités départementaux avec Saint-Pierre et Miquelon. Et ils sont tous situés donc, en métropole et en outre-mer. Au quotidien, plus de 14 000 bénévoles et 350 salariés œuvrent chaque jour donc pour répondre aux besoins des personnes malades, mais également de leurs proches. Et ainsi, la Ligue est le premier financeur non gouvernemental de la recherche en cancérologie. Sur le volet prévention, elle informe et sensibilise le grand public sur les bienfaits d'une hygiène de vie adaptée, sur les facteurs de risque ou sur l'importance des programmes de dépistage organisés. Et pour agir au plus près donc, des personnes fragilisées par la maladie cancéreuse et de leurs proches, la Ligue propose aussi un ensemble de services sur les territoires, donc par exemple des soutiens financiers, des soins de support, etc. Enfin, la Ligue s'érige en porte-parole des personnes malades et de leurs proches et œuvre auprès des institutions et des entreprises afin de promouvoir leurs droits. Et c'est notamment ses missions études et plaidoyer.
Alors, quelques données chiffrées également qui sont issues donc, du rapport de 2016, Les aidants, les combattants silencieux du cancer, de l'Observatoire sociétal des cancers, de la Ligue. Le rapport est téléchargeable en ligne si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires. Mais il me semblait important de dire qui sont les aidants de personnes malades du cancer. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Après, donc, c'est près d'un Français sur 10 qui aide actuellement une personne atteinte de cancer, et 38% des aidants ont été aidants de personnes atteintes de cancer au cours de ces 5 dernières années. Donc, il est important de noter que pour 33% d'entre eux, c'est en accompagnement d'un proche en rémission d'un cancer, et pour 45% d'entre eux, en accompagnement d'un proche qui est aujourd'hui décédé de sa maladie. Donc, c'est quand même des données significatives. Cette communauté des dons est assez hétérogène, mais on peut observer une légère surreprésentation des femmes. On sait, il y a tout un enjeu, comme Stéphane et Morgane le disaient tout à l'heure, il y a une question vraiment liée à la division sexualisée de l'aidance, et la majorité des aidants sont en activité professionnelle. Donc, être aidant ne se limite pas, comme on le voit, à un soutien, à une présence, une écoute, un soutien moral. On peut observer que vraiment les aidants sont impliqués au quotidien dans toutes les tâches liées à la vie quotidienne, mais également apportent un soutien médical en lien avec les professionnels de santé, les éventuels à domicile, etc. Alors, pour continuer sur les spécificités des aidants de personnes malades du cancer, malheureusement, il existe des spécificités par rapport aux aidants de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap, et qui sont vraiment méconnues, et malheureusement, du coup, ça a un impact important sur les dispositifs. Donc, pour donner quelques éléments supplémentaires, si l'aide apportée en moyenne, certes, sur des durées souvent plus courtes que l'accompagnement de personnes âgées ou en situation de handicap, en revanche, l'intensité des symptômes et des traitements peut être plus importante, et nécessiter vraiment une mobilisation importante de l'aidante, et ce, des premiers symptômes de la maladie jusqu'à la rémission ou le décès de la personne accompagnée. Et cet accompagnement présente aussi la spécificité d'être variable dans le temps, potentiellement éclectique, et de comporter de nombreuses incertitudes sur l'évolution de cette maladie. Donc, en 40 ans, la cancérologie a transformé cette maladie qui était aiguë, rapidement mortelle, en une maladie qui peut aujourd'hui se chroniciser et pourrait durer plusieurs années avec plusieurs récidives. Et du coup, le patient et ses proches malades peuvent vivre des années avec le spectre de la maladie, des temps de crise réguliers, et à chaque rechute, la conscience que la personne peut en mourir. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, ça nécessite que vraiment les dispositifs proposés soient souples, mobilisables dans l'urgence et ponctuellement dans la vie des proches. Malheureusement, les dispositifs aujourd'hui, pour en citer un, le congé de proche aidant, certes, il existe, mais est vraiment inadapté. Et il y a une méconnaissance tant de la part des élus que du grand public sur ces spécificités-là. Alors, dans ce contexte, conscient de ces différents enjeux, donc la Ligue a souhaité profiter des élections à venir pour interpeller les candidats et prendre part donc au débat sur la prévention, la recherche, les traitements, mais aussi les parcours de soins de tous les citoyens. Et c'était d'autant plus important que ces temps forts de la politique française se tiennent donc dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et ses lourdes conséquences sanitaires, notamment pour les personnes malades, mais également les proches, qui ont beaucoup souffert de ces 2 ans de crise sanitaire. Et pour ce faire, donc la Ligue a mis en place une plateforme d'interpellation des candidats, donc la plateforme Notre Cause. Et à partir de 10 propositions phares de la Ligue, donc ces propositions reprennent vraiment les thématiques qui sont défendues par les missions sociales de la Ligue, que j'ai citées tout à l'heure, mais notamment l'action pour les personnes malades et leurs proches. Or, quelques mots sur ces 10 propositions. Elles ont été retenues parmi 40 au total, et ce travail global a vraiment associé dans un esprit de concertation tout le réseau pendant plusieurs mois, et à savoir tant les salariés que les bénévoles,
souvent eux-mêmes personnes malades ou proches aidants, et lors de différents temps d'échange et de réflexion. Et une des 10 propositions finales porte sur les aidants de personnes malades du cancer. Donc, je vais vous les exposer après. Mais la Ligue souhaitait vraiment prioriser cette question et saisir cette opportunité, donc des élections présidentielles, mais des élections également législatives pour porter des revendications et faire connaître ces spécificités des aidants de personnes malades du cancer. Donc, j'ai indiqué en dessous là, le site et les propositions si vous vouliez en prendre connaissance. Morgane, tu peux remettre. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les propositions portées par la Ligue auprès des candidats et candidates donc à l'élection présidentielle? Donc, on en a priorisé 5. Bien entendu, il y en a bien d'autres à porter et à continuer à porter, même après les élections. Alors, la première proposition est d'élargir les conditions d'accès au congé de proche aidant et qui est encore limité, j'en parlais tout à l'heure, aux aidants de personnes en situation de handicap grave ou en perte d'autonomie permanente. Et ce qui exclut de fait tous les aidants de personnes malades du cancer de moins de 60 ans, qui ne rentrent pas dans ce dispositif, mais qui représentent malgré tout une part très, très importante. Pour rappel, les personnes malades du cancer, c'est 3 millions qui ont été diagnostiquées ou pendant leur vie. Donc, il est donc indispensable de vraiment mettre fin à cette inégalité en réévaluant les critères d'attribution du congé de proche aidant et de le rendre également accessible aux aidants de personnes malades souffrant d'une perte d'autonomie temporaire. Notre autre proposition est d'étendre le droit au répit, qui est aujourd'hui limité aux aidants de personnes de plus de 60 ans et aux aidants de personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap. L'autre diapo. Alors, la troisième proposition est d'assouplir les critères d'accès donc à ce droit au répit afin de prendre en compte les situations où plusieurs proches sont impliqués de manière significative. Par ailleurs, de modifier les textes de loi afin de permettre à la personne malade de rémunérer son partenaire de vie. Et on en a parlé également tout à l'heure, la question des jeunes aidants. Donc, ce serait de soutenir les jeunes aidants en accordant un droit au redoublement ou en maintenant les bourses. Voilà, donc on a également d'autres propositions plus globales en direction des proches, comme l'accès à l'information complète sur les soins de support ou mener des actions de communication grand public sur les droits existants en fin de vie. Voilà. Alors, quel traitement, comment les candidats à l'élection présidentielle se sont emparés de la question des proches et des aidants de personnes malades, dont du cancer, et plus spécifiquement ont-ils répondu à notre démarche d'interpellation? Alors, ici, j'ai vraiment fait le choix de n'évoquer que les candidats à l'élection présidentielle qui se sont positionnés vraiment sur des propositions de notre plateforme Notre Cause. Donc, vous verrez le petit logo Notre Cause au-dessus de chaque candidat quand ils ont répondu à notre démarche, ou alors des candidats qui ont vraiment porté des propositions en direction des aidants de personnes malades au sens large, ou alors aux aidants au sens large, pardon. Alors, je n'évoque pas ici les candidats qui n'ont fait que des propositions pour les aidants de personnes en situation de handicap ou en direction des personnes, des aidants de personnes âgées, même si bien entendu on peut cumuler les vulnérabilités et on a abordé la question de la déconjugalisation de l'AAH qui concerne également des personnes malades et leurs proches. Voilà. Donc, il serait intéressant, concernant les propositions en direction des personnes handicapées ou personnes âgées, de voir s'ils souhaitent, à moyen terme, élargir ces dispositifs en direction des personnes malades. Alors, de même, hein, avant de commencer, bien entendu, dans les programmes, on peut considérer aussi que des propositions concernent indirectement les aidants et les aidés. Pour donner des exemples plus précis, par exemple, les déserts médicaux, la formation des professionnels de santé du médico-social, la fin de vie, l'hôpital public, etc. Mais je ne vais pas y revenir en détail également. Alors, cette première diapo présente plutôt
plutôt donc, les candidats donc situés à gauche. Donc la candidate donc Anne Hidalgo n'a pas fait de proposition en direction des aidants dans son programme, mais par contre a répondu à notre interpellation, notre cause, donc en faisant 3 propositions qui sont l'élargissement donc de l'accès au congé de proche aidant, mais également d'intensifier l'information en direction des aidants par le biais du gouvernement, des associations de patients, des acteurs impliqués au quotidien sur ce sujet, et par ailleurs de valoriser les soins à domicile afin que les personnes malades soient mieux accompagnées. Donc dans son programme, en revanche, les propositions portent davantage en direction des personnes AD, donc handicap ou âgées, et non des personnes malades. Yannick Jadot a répondu également à notre démarche d'interpellation, et aborder également la question des aidants, mais plutôt sous le prisme grand âge et perte d'autonomie. Voilà. Donc, il nous fait 2 propositions qui sont de développer les droits à la formation, au répit et à la retraite des proches aidants, mais également d'accompagner les départements, communes et intercommunalités pour créer des maisons des aidants. Fabien Roussel, lui, a plutôt fait des propositions précises dans son programme, notamment dans la partie, c'est important, services publics et sécurité sociale, et plus précisément dans l'encart autonomie de nos aînés. Alors, je l'ai mis quand même dans la diapo parce qu'à l'intérieur, il ne différencie pas, entre guillemets, les types d'aidants, et ce qui illustre encore une fois ces confusions. Voilà, et ce manque de connaissance des spécificités des aidants. Donc, lui propose un statut de proche aidant et d'augmenter l'indemnité de la durée de proche aidant. Alors, concernant Emmanuel Macron, diapo suivante. Alors, comme Morgane le soulignait tout à l'heure, on n'a pas connaissance à ce jour de son programme. Malgré tout, il fallait quand même citer la stratégie de soutien de mobilisation 2020-2022, qui effectivement a signalé, on peut se questionner sur son, enfin voilà, qui a au moins le mérite d'exister, même si elle reste aujourd'hui très circonscrite, et puis malheureusement, sa mise en œuvre a été assez complexe en temps de crise sanitaire. Je ne l'ai pas mis également aussi, mais il y a également la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, qui a un axe en direction des aidants, et fait notamment des propositions sur les aidants et l'emploi, donc les aidants de personnes malades du cancer, et propose un observatoire des aidants. Donc on espère que ça permettra d'identifier vraiment les spécificités des aidants de personnes malades du cancer, et de mettre en œuvre par la suite des dispositifs adaptés. Concernant la candidate Pécresse, donc donc il y a en fait il y a qu'une seule proposition donc en direction des aidants de personnes malades, en l'occurrence c'est sous un angle très spécifique qui est la lutte contre, dans l'onglet lutte contre le cancer pédiatrique. Donc elle propose d'introduire par solidarité nationale un congé pour les parents d'enfants atteints de cancer, et ce pendant toute la durée de l'hospitalisation, et avec maintien du salaire. Voilà. Alors, concernant les candidats d'extrême droite, force est de constater que c'est eux qui ont fait les propositions les plus nombreuses, notamment Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, et ce de manière assez détaillée. Pour le préciser, donc le candidat Dupont-Aignan a fait de nombreuses propositions, et ce dans les volets handicap et dépendance et fin de vie de son programme. Et son équipe a également répondu à notre interpellation en proposant d'étendre les dispositions existantes sur les proches aidants de personnes atteintes de cancer, ce quel que soit leur âge, mais également d'accorder des facilités fiscales par le biais de crédits d'impôt ou autres pour les aidants personnes malades du cancer. Marine Le
peine, hein, de même, a fait des propositions assez précises dans son programme et a répondu à notre démarche d'interpellation. Donc en proposant de porter la durée du congé de proche aidant de 3 à 12 mois pour l'ensemble de la carrière, d'indexer l'indemnisation sur les revenus de la personne aidante avec comme précision avec une couverture à 100% des pertes salariales au niveau du SMIC, à 80% jusqu'au salaire médian, puis à 50% au-delà, donc qui serait plafonné à 3 000 € net. Elle propose aussi de déconjugaliser cette aide à l'instar de l'AAH et enfin de créer une indemnité de 300 € par mois pour toute personne faisant le choix du maintien à domicile de la personne aidée. Alors, concernant le candidat Zemmour, alors je vais être très honnête, j'ai mis ces propositions-là qui sont spécifiées sur le comparatif du site Le Monde. Alors, je n'ai pas du tout retrouvé dans son programme, hein. D'ailleurs, la question des aidants est absolument absente et d'autres, afin de prioriser d'autres problématiques comme la sécurité, l'immigration ou l'identité. Alors, j'imagine que ça a fait l'objet d'une déclaration que je n'ai pas réussi à sourcer. Donc voilà, donc je préférais vous le préciser par honnêteté intellectuelle. Donc en conclusion, la question des proches aidants, des proches ou des aidants ou plus largement de la santé est totalement absente des programmes et des débats, encore plus d'ailleurs. Alors il est vrai que la santé et l'État-providence ne sont pas des sujets qui sont réellement traités traditionnellement par les politiques et ce qui illustre assez fort le décalage entre les candidats et la population générale. Donc, il y a eu, par exemple, pour citer un sondage un baromètre qui avait été conduit par Harris Interactive en novembre 2021. Alors, certes, à nouveau dans ce contexte de crise sanitaire, et qui portait sur les préoccupations des Français. La santé était ressortie vraiment comme la première préoccupation des Français avec quand même un pourcentage de 94% et qui était le même d'ailleurs qu'en octobre 2021. Et autre point intéressant, selon ce sondage, la santé apparaissait comme un sujet qui était non pas clivant, mais faisait assez consensus dans la population générale. Dans une autre enquête sur le regard des Français sur le système et les enjeux de santé dans la perspective de l'élection présidentielle, et qui cette fois-ci avait été conduite par l'Observatoire Place de la Santé, aucun candidat ne recueillait la confiance majoritaire de la part des Français pour faire des propositions en vue d'améliorer le système de santé. Et l'accès aux soins apparaissait pour eux comme le sujet le plus important qui devait être abordé dans cette campagne. Donc, on a pu le voir jusqu'ici dans la campagne, la santé est vraiment plutôt abordée sous le prisme de l'hôpital public, de l'industrie pharmaceutique et encore une fois, en raison des débats qu'on a pu avoir pendant le Covid, mais c'est aussi sous un prisme plutôt prévention, déserts médicaux. Donc, en l'occurrence, c'est des périmètres à chaque fois très circonscrits avec pas une vision d'ensemble, ce qui est dommage. Et plus spécifiquement, le cancer est éventuellement abordé sous l'angle de la recherche, soit plutôt les personnes malades, mais jamais les proches et jamais la question de la santé des proches aidants, et à l'exception de Madame Pécresse qui a fait effectivement une proposition, mais sur un champ très spécifique qui est celui de l'oncopédiatrie. Donc, on n'a pas spécialement noté de grandes évolutions par rapport aux précédentes campagnes présidentielles. Donc, aujourd'hui, quels vont être les axes de travail de la Ligue? Bien entendu, on va continuer à poursuivre la sensibilisation des élus et du grand public sur les spécificités des aidants de personnes malades du cancer de 60 ans, dont du cancer, enfin, personnes malades et dont du cancer, pardon, et qui ne rentrent aujourd'hui pas ou très peu dans les dispositifs de soutien et qui sont plutôt orientés effectivement personnes en situation de handicap ou personnes âgées, et continuer vraiment à porter des revendications, notamment via la plateforme Notre Cause, mais aussi d'autres revendications qui ne sont pas publiées mais qui ont bien été travaillées, et comme sur les restes à charge, le renoncement aux soins, la formation des professionnels,
le retour à l'emploi, etc., etc. Donc après l'élection présidentielle, il y aura quand même un autre rendez-vous important qui sont les élections législatives et qui vont marquer cette année politique. Et il y a un véritable enjeu pour nous de poursuivre cette campagne de plaidoyer, puisque les députés sont quand même ceux qui composent l'Assemblée nationale et qui ont donc une mission législative de législation. Donc, ce sera vraiment nécessaire de soutenir notre campagne. Il y aura également un travail de veille afin de s'assurer de la mise en œuvre concrète des dispositifs après l'effet d'annonce. Pour revenir sur un exemple, le congé de proche aidant était extrêmement attendu de la part des aidants de personnes malades du cancer. Et on a recueilli beaucoup de déceptions de leur part quand ils ont vu qu'ils ne rentraient pas du tout dedans. Il y a la question du financement aussi, c'est-à-dire combien de temps, la question de la pérennité aussi, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas dépendre des candidats. Et à quelques jours donc, de l'anniversaire de la loi Kouchner, de ses 20 ans même, il y a un véritable enjeu qui est aujourd'hui de renforcer la démocratie sanitaire avec un rôle majeur effectivement des usagers, mais également des associations de représentants de personnes malades et de leurs proches pour continuer à faire entendre leur voix. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, il est 10h40, ce qui nous laisse une vingtaine de minutes pour échanger. Donc, on a noté, j'ai pris en note les différentes questions dans le chat, mais je vais laisser d'abord la possibilité aux participants, si vous le souhaitez, de lever la main. Je serai en capacité de vous donner la parole si vous souhaitez vous exprimer pour commenter, poser une question, ajouter un certain point d'analyse. Donc, il y avait une personne qui avait levé la main au début de la conférence et je laisse les autres, si vous le souhaitez, prendre la parole également. Donc, dans les questions notées parmi le chat, donc c'est vrai qu'une première question qui était arrivée, qu'est-ce qui explique, selon vous, ce manque de prise en compte de ce sujet dans cette campagne alors que la dynamique était positive ces dernières années? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite apporter un point d'analyse sur ces questions-là? Je ne sais pas si je me lance, mais parce que là, à vrai dire, en tout cas, nous, de notre côté, on n'a pas forcément fait l'analyse, mais on peut dire, en tout cas, dans cette campagne, qu'on est dans un contexte quand même assez particulier aussi. Bon, alors, est-ce que ça explique totalement le fait que ce sujet-là ou d'autres ne fassent pas partie du débat? On ne sait pas, mais aujourd'hui, si je tentais une analyse, on voit bien que les candidates et candidats, lorsqu'ils s'adressent aux grands médias, ils vont proposer des sujets, alors soit choc, hein, c'est-à-dire pour interpeller très clairement, soit des sujets beaucoup plus larges encore. Ce qui ne signifie pas, en tout cas nous quand on a rencontré les quelques équipes des candidates et candidats, que le sujet n'est pas un sujet pour eux, voilà. Mais c'est vrai qu'ils n'en font pas un sujet politique grand public. Si je devais, alors c'est une analyse un peu personnelle, mais si je devais faire une autocritique, peut-être aussi que nous avons des sujets qui concernent un grand nombre de personnes, hein, 12 millions de personnes en situation de handicap, 11 millions d'aidants. Soit on les aborde de manière trop technique. Hein, vous voyez, je vous ai parlé, d'ailleurs, je ne sais pas, mais très certainement dans mon discours, moi, j'ai dû y mettre des acronymes qui ne sont compris que par ceux qui les manipulent tous les jours. Et il nous est parfois difficile, voilà, d'avoir un discours aussi grand public. Et donc, ça peut expliquer, voilà, c'est un élément d'analyse, hein, c'est pas évidemment pas forcément le seul. Mais je pense que nous, en termes de plaidoyer, parfois, on a tout intérêt à simplifier et à rendre moins techniques nos revendications pour que les candidates, les candidats, mais aussi les parlementaires, hein, parce qu'effectivement, on a des législatives juste après la présidentielle,
s'emparent véritablement du sujet et qu'ils soient eux aussi capables, en reprenant nos mots simples, de les poser dans le débat public. Merci beaucoup. Pour compléter, effectivement, je rebondirais sur l'étude donnée par Madame Lévesque sur effectivement ce paradoxe du fait que la santé est devenue un thème majeur de préoccupation des Français et pourtant ce sujet n'est pas forcément mis en avant par les candidats et n'est pas forcément peut-être poussé par les citoyens eux-mêmes du fait aussi que peut-être ils ne se reconnaissent pas toujours dans cette situation d'aidance, en tout cas pour le cas de l'aidance, puisqu'effectivement pour les autres sujets, que ce soit le cancer, le handicap, la perte d'autonomie, c'est quelque chose de plus perceptible pour les personnes qui en souffrent. Il y a aussi cette question de finalement ce groupe social entre guillemets des aidants qui commence seulement à émerger avec aussi cette mobilisation qui est encore à construire, cette mobilisation citoyenne et c'est aussi le rôle d'associations comme le collectif Je t'aide mais aussi comme le collectif handicap et la Ligue contre le cancer de porter la voix de personnes qui ne savent pas non plus, qui n'ont pas forcément les outils et aussi parce que c'est une mobilisation collective à mener. Et je partage aussi l'analyse sur le fait que cette campagne est très différente de celle des autres à plein d'aspects et qui effectivement ne facilite pas non plus les vrais débats sur les sujets qui importent les Français. Peut-être si vous souhaitez aborder, donc dans les questions, il y avait aussi la question qui a été donnée dans le chat de est-ce que le congé de proche aidant pourrait être pour 2 personnes pour s'occuper de 2 proches en situation de handicap. Nous, ce qu'on voit à ce jour, c'est que le congé, comme l'a dit Madame Lévesque, a été construit d'une certaine manière. Donc, c'est un congé pour une personne, pour un aidant. Et effectivement, ça, finalement, incite, ou en tout cas, ça force les aidants à faire un choix, à la fois dans la temporalité dans laquelle ils vont utiliser ce congé et aussi pour qui ils vont l'utiliser et qu'effectivement, idéalement, nous, on pousse vers un congé par proche aidé, ce qui permettrait aussi à des personnes qui aident plusieurs proches au cours de leur vie de pouvoir s'en occuper sans forcément faire de choix. La question du statut d'aidant, effectivement, revient dans la conversation. Est-ce que, nous, effectivement, je pourrais évoquer le sujet, mais est-ce que l'un d'entre vous souhaite échanger sur ce sujet? Parce que certains candidats, effectivement, ont proposé un statut d'aidant. Alors, enfin, je peux donner quelques éléments, hein, bien entendu, les mettre au débat. Donc, la question effectivement, du statut des aidants nous a beaucoup animés. Ça avait été évoqué dans l'étude que j'avais citée tout à l'heure, hein, de l'Observatoire sociétal des cancers, mais on a également conduit un nouveau travail diagnostic l'année dernière, donc auprès d'un gros panel d'aidants. Et c'est une problématique qui revenait en permanence, hein, et qui était un petit peu symptomatique d'un manque de reconnaissance des aidants et notamment dans un cadre plus spécifique qui est le milieu hospitalier où vous avez le sentiment d'être ni vu, ni reconnu, ni entendu. Donc il y avait un peu cette idée qu'un statut des aidants leur permettrait d'être beaucoup mieux identifiés par les professionnels de santé et que ça allait donc améliorer la communication entre eux et fluidifier l'information. Beaucoup ignoraient la connaissance de dispositifs existants comme tout simplement la personne de confiance. Alors, on n'a pas de position tranchée sur ce sujet à la Ligue. C'est quelque chose qu'on va continuer à réfléchir. Mais la question, enfin voilà, une de nos questions était: est-ce que finalement ce statut ne va-t-il pas enfermer aussi les aidants dans un cadre très circoncis? Et pour donner un exemple très concret, enfin notamment ce qui était un point qui était ressorti lors de cette phase diagnostique, était que il y avait le postulat de certains professionnels de santé que, par exemple, lorsque les aidants bénéficiaient d'une indemnisation et qui était bien une indemnisation et non une rémunération, les professionnels
considéré que les aidants, du coup, devaient pratiquer certains actes, par exemple l'aide à la toilette, hein. Or, l'aidant ne se sentait pas forcément en capacité de la faire. Enfin, il faut respecter aussi les territoires de l'intime et donc ce qui a amené un certain nombre de difficultés. Et on a peur que ce statut, en fait, peut-être enferme les aidants et les amène à faire certains actes. Par ailleurs, on peut quand même observer une dynamique ces dernières années de transfert de la responsabilité collective sur les responsabilités individuelles. Donc, dans quelle mesure la création d'un statut de proche aidant ne va-t-elle pas renforcer cette dynamique? Voilà. Donc, c'est plus des éléments de réflexion qu'une réponse très tranchée. Merci beaucoup. Madame Mazouz, peut-être sur le statut de proche aidant? Oui, ce qu'on constate, en tout cas, effectivement, c'est des réflexions qu'il faut qu'on continue à mener pour trouver où mettre le curseur. Ce qu'on constate, en tout cas, c'est que la reconnaissance de ce statut d'aidant, au-delà effectivement de ce qui donne comme accès à un certain nombre d'aides et de dispositifs, permet aussi cette reconnaissance dans le rôle et l'expertise qu'il possède. Et ça lui permet de plus en plus aujourd'hui, et on l'a encore entendu dans le discours de Brigitte Bourguignon il y a quelques jours sur les mesures mises en œuvre suite à l'épisode Orpea, c'est comment mieux faire rentrer et impliquer les aidants dans l'activité quotidienne, la gestion des établissements et des structures. Et quelque part, voilà, ça permet au moins d'asseoir cette implication qui existe déjà au niveau des conseils de la vie sociale dans les EHPAD, qui peut évidemment être plus efficient et porter sur des sujets peut-être plus pertinents en termes d'activité de l'EHPAD, mais c'est des dispositifs qui n'ont pas encore leur pendant côté domicile et qui peut-être du coup apporter un plus dans l'accompagnement des personnes et puis globalement le projet d'accompagnement des structures à domicile. Donc je pense qu'il y a quand même un effet bénéfique à ce statut-là, c'est cette reconnaissance de cette expertise, mais une reconnaissance officielle, même si de toute façon, évidemment, cette expertise n'était plus à démontrer. En tout cas, ça lui permet de mettre un pied dans les organisations qui accompagnent les personnes, et ça, c'est quand même une avancée importante, il me semble. Du côté du collectif Je t'aide, on est assez effectivement partagé sur la question la création d'un statut d'aidant, puisque comme c'est évoqué dans le chat, est-ce que la création d'un statut n'est-il pas une fausse bonne idée? C'est vrai que nous, ce qui nous importe beaucoup, c'est les droits pour les aidants, des droits qui sont accessibles, qui sont effectifs, beaucoup plus qu'un statut qui finalement pourrait être une étiquette vide de sens. La question aussi du statut de proche aidant, comme c'est bien dit effectivement dans cette remarque, pose aussi la question du choix, hein. Effectivement, si on est reconnu en tant qu'aidant, comment dire stop? Surtout qu'effectivement, on pourrait imaginer une société où on est aidant à certains moments, où on passe le relais, où on reprend son rôle d'aidant dans une vie. Et puis la question de la stigmatisation en entreprise est souvent évoquée pour cette question du statut. Sur le statut du proche aidant, Monsieur Lenoir, du côté handicap, est-ce qu'il y avait des réflexions qui sont... Non, nous, on est sur les mêmes éléments de débat, hein. On s'est posé cette question lors de la création de la 5e branche, hein, pour voir de quelle manière elle pouvait étendre les droits des aidants. Et parmi nos associations, bah, écoutez, encore une fois, on retrouve les mêmes éléments de débat. Ça peut avoir un effet bénéfique où effectivement on va reconnaître un certain nombre de droits, mais néanmoins, moi je rejoins tout à fait les remarques de Laura Levesque, c'est-à-dire que la crainte aussi, c'est que les personnes se sentent enfermées dans ce statut. Donc nous, on n'a pas tranché. Après, moi je vous rejoins, mais en même temps, même en ayant une approche par les droits, on voit bien qu'indirectement, on crée quand même une forme de statut, puisqu'il y a des critères. Tout le monde n'a pas forcément accès aux mêmes droits, on y met des critères. Donc c'est une question difficile. En tout cas, nous, on ne s'oriente pas sur un statut, on va dire, juridique aidant. Voilà, nous, c'est pas, pour l'instant, on n'est absolument pas sur cette perspective.
Merci beaucoup pour vos différents retours. Il y a effectivement, alors pour aller dans une autre question technique, la question du financement de la cinquième branche. Donc dans le chat, à un moment, une personne disait: «On a entendu dans les oraux déjà réalisés par le collectif», donc j'imagine que c'est le collectif handicap, des propositions, comme l'augmentation des impôts sur les grandes fortunes proposées par monsieur Jadot, pour financer la cinquième branche. Est-ce que, c'était, ça qui avait été proposé? Alors, pour tout vous avouer, je n'ai pas en tête exactement tout ce qu'a dit monsieur Jadot, mais néanmoins la question elle est intéressante et c'est ce que j'ai essayé de dire, tout à l'heure. C'est pour ça que c'est un vrai débat. C'est-à-dire que, chacune des Françaises et chacun des Français doivent pouvoir se positionner et entendre des éléments sur la manière dont on va financer cette cinquième branche. Pour rappel, le rapport Libault, évoquait 10 milliards d'euros pour les personnes âgées et nous, on est à peu près du même ordre pour, les personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire qu'il y a c'est quand même 20 milliards d'euros, ça engage la nation et que ça mérite un vrai débat pour savoir si on trouve ce financement, par la solidarité nationale, ce qui est la préférence du collectif handicap, mais on peut imaginer que, d'autres partis, politiques, d'autres candidats, vont préférer, les assurances, des financements privés, et aujourd'hui, on ne l'entend pas ce débat-là. Voilà, et c'est ce qu'on déplore en réalité. Merci beaucoup. Est-ce que, l'UNA, et la Ligue contre le cancer, se sont positionnés sur, le financement de la cinquième branche ou pas encore? Alors, côté UNA, à l'époque du rapport Vacher, qui avait déjà fait état d'un certain nombre de propositions, alors des propositions en plus intéressantes hein, sur un certain nombre de sujets. On peut regretter peut-être que dans ce rapport, on n'ait pas de parti pris, puisqu'en fait, on met sur la table toutes les pistes de financement, mais sans en privilégier certaines plus que d'autres. UNA, évidemment, dans son rôle de fédération, a contribué à apporter quelques éclairages parmi celles-ci et on pourra tout à fait les partager avec les participants s'ils le souhaitent via le chat. Et effectivement, la question du financement est un vrai sujet. Effectivement, il y a ces 10 milliards et en réalité, on sait que même ces 10 milliards, si on veut on va aller jusqu'au bout des choses, de ce qu'on veut faire à la fois sur l'accompagnement du grand âge en établissement, mais en même temps assumer le virage domiciliaire, qui est quand même le souhait majoritaire des personnes, peut-être que même 10 milliards en termes de priorité, ça va être difficile. Après, effectivement, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. La question de la CSG pour les retraités les plus aisés, la caler en termes de taux sur la CSG des actifs de même niveau de revenus. La question de l'implication du système assurantiel a été aussi une question qui a été beaucoup débattue, qui n'a pas encore été tranchée, de la même manière qu'il y a aujourd'hui des complémentaires santé obligatoires et qui sont cofinancés par les employeurs pour les salariés. Il y a des sujets autour d'une assurance complémentaire autonomie pour venir compléter un panier socle minimal. Nous, on dit qu'il faut que ces questions de perte d'autonomie doivent être prises en considération et en charge par la solidarité nationale au travers de cette cinquième branche. Mais il va falloir aussi définir du coup qu'est-ce qui doit être couvert par cette solidarité nationale, et ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur la définition peut-être de ce qu'on appellerait un panier de services et d'aides un peu socle qui serait financé par la solidarité nationale, et ensuite au gré des envies et des besoins complémentaires des personnes, peut-être avoir un complément de financement, peut-être via des systèmes assurantiels. Donc voilà, ça c'est des sujets sur lesquels évidemment personne n'a encore tranché, mais qui sont un véritable sujet aujourd'hui de débat au moment où effectivement la CNSA devient la cinquième caisse de sécurité sociale de notre pays. Merci beaucoup, pour, tous ces apports et ces échanges. Est-ce que vous souhaitiez, avoir un mot, conclusif suite à ces débats? Dans ces cas-là, je me permets, du coup de conclure,
En tout cas, merci beaucoup, à la fois aux intervenants, et aux participants, et participantes de cette web conférence. En termes de prochains rendez-vous, donc, on diffusera, lundi, la sortie de l'ensemble de ces documents avec et aussi, tous les liens, qui ont été mis dans le chat pour avoir accès aux différentes revendications, positions, et projets, des différentes organisations, donc l'UNAC, Collectif Handicap et la Ligue contre le cancer. Et puis les prochains rendez-vous, sont également, en juin avec, la sortie du kit de communication autour de la Journée nationale des aidants, l'ouverture de la carte interactive qui permet à chaque acteur de se référencer et de, diffuser finalement, ses actions pour les aidants, l'ouverture de l'appel à projets, Prix Initiative Aidants et puis, le collectif Je t'aide organise une journée de participation, citoyenne à destination, des aidants pour qu'ils puissent, construire avec nous, le plaidoyer, de l'année, 2022, des propositions qui seront remises le 6 octobre prochain au nouveau gouvernement. Donc l'occasion aussi voilà, de partager un ensemble de propositions communes entre les différents aidants et associations qui travaillent sur ces sujets. Merci à nouveau pour votre attention et rendez-vous donc lundi pour tous ces éléments de bilan pour diffusion. Très bonne journée.